On parle souvent de l'année 98 comme de la plus grande année pour le rap français, et une partie des commentateurs de cette musique semble placer son premier âge d'or autour de cette année clé. 1998 aura vu sortir parmi les plus grands classiques du rap francophone, avec des albums monumentaux d'Arsenic, Oxmo, Ideal J, Fab, ATK, X-Men et plein d'autres qui appuient l'impression de grandeur du rap de cette époque. On parle également souvent de 2015-2016 comme du début du nouvel âge d'or du rap français, avec l'éclosion de toutes les têtes d'affiche qui porteront le genre vers le mainstream et qui imposeront le rap comme la musique la plus écoutée en France. Si le terme de deuxième âge d'or a été utilisé très tôt, il est vrai qu'en termes de vente et de popularité, les années post-2015 ont tout explosé et qu'on aura rarement vu d'aussi grosses stars se développer dans cette musique. Seulement, comme doivent se douter les personnes qui me suivent depuis un moment, les chiffres de vente et la popularité sont des critères qui n'ont aucun intérêt dans ma vision de la musique. D'ailleurs, si on devait se fier à ça, l'âge d'or du rap français, ça serait les années 2000 avec Diams, Cynic, Booba, Rof, La Fouine, etc., qui étaient des bien plus gros stars et des plus gros vendeurs que ATK, Fab ou Arsenic. L'argument qui peut me convaincre que la période 2015-2020 était un nouvel âge d'or du rap français, c'est celui de la diversité des propositions musicales. Que Kral, Leilo, Hamza, Jul, PNL, Freeze, SCH, Luigi, Kobo, Alpha One, Fianso, Kalash Criminel, il y en avait pour tous les goûts et la plupart des artistes que je viens de citer sont encore pertinents aujourd'hui. La preuve qu'il s'agissait d'une période pendant laquelle on a eu droit à de la musique de grande qualité. Seulement si j'ai du mal à y voir un âge d'or, et je reviendrai plus tard sur le fait que certains biais m'orientent sûrement, c'est parce que j'ai pas ressenti l'aspect passionné, contre-culturel, voire culturel tout court qu'on associe généralement aux grandes périodes dans la musique. En 1998, même si le hip-hop était déjà bien implanté en France, le rap était encore une musique spé. Il y avait des morceaux pop qu'on touchait un public plus large, mais c'était encore l'époque des compiles, des mixtapes, des DJ, des émissions spécialisées à la radio, etc. Les rappeurs avaient pour beaucoup arrêté de faire du break et du graphe, mais la plupart venaient des bases du hip-hop. D'ailleurs, même si musicalement les années 2000 étaient plus compliquées que les années 90, il y avait toujours l'aspect contre-culturel avec les street CD, les DVD, les freestyle radio, les labels indés qui gravaient eux-mêmes leurs CD, allaient les vendre de main en main. Entre 2015 et 2020, si on essaie de situer un deuxième âge d'or, il y avait rien de tout ça. Les rappeurs avaient découvert le rap avec le rap, des fois même par la porte du mainstream, donc le cordon avec le hip-hop était coupé. Que tu sois en indé ou en major et que tu fasses du rap ou du rock, les méthodes de diffusion étaient devenues similaires et surtout l'implication du public, et même j'ai envie de dire de la communauté n'était plus du tout la même. On connaît tous des anciens qui nous racontent que le rap est arrivé dans leur quartier quand un grand était parti aux States, puis est revenu avec des cassettes, ou pour nous en province qu'un gars du quartier allait sur Paname et revenait les mains pleines. On a tous déjà entendu des trucs du genre. Le hip-hop est arrivé chez nous grâce aux danseurs qui briquaient sur des morceaux de rap, ou encore, si le rap a autant fonctionné en France c'est grâce aux graffeurs, au début tu voyais que dans les concerts de rap, ce genre de choses. Donc au début le hip-hop et donc le rap était promu et diffusé par des gens du hip-hop pour des gens qui leur ressemblaient. En 2018, le rap était promu et diffusé par les rappeurs et les labels pour n'importe quelle personne qui tomberait dessus via son algorithme YouTube, Spotify, Instagram, TikTok ou même la télé. C'est une musique qui continue d'être marketée comme contre-culturelle, parce qu'elle est souvent pratiquée par des personnes issues de banlieues ou des quartiers populaires, et parce qu'il y a encore énormément de codes qu'on retrouve que dans le rap, mais la vérité c'est que même si des scènes underground persistent, le rap s'est dilué dans tout le reste et est un objet de consommation parmi tant d'autres. D'ailleurs en ce moment mon feed Twitter me montre que des comptes tenus par des personnes qui ont l'air plutôt calées en rap, et surtout à propos de la scène underground et alternative américaine, mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte que la plupart de ces comptes sont tenus par des personnes qui ont commencé à écouter du rap il y a moins de 5 ans, et qui n'ont aucun rapport de près ou de loin avec la culture hip-hop ou même la culture des quartiers. Et quand je dis tout ça, c'est absolument pas pour dénigrer ni la période, ni ses auditeurs, ni les tweetos dont je parle. Juste, ça atteste que même les passionnés aujourd'hui sont des personnes lambda qui auraient pu se passionner pour 1000 autres choses, et non des gens qui ont baigné dans une culture et qui la font vivre à leur manière. Ça me rappelle un peu cet épisode des Simpsons dans lequel Milhouse est le plus gros expert en rap de Springfield. En fait, quand on regarde bien, il y a plus vraiment de contre-culture aujourd'hui, surtout quand on parle de musique. Tout le monde a accès à tout, donc c'est compliqué de faire un truc en souterrain et que ça se répande sans que ça pète auprès du public mainstream. C'est cool pour les artistes parce que ça permet à plein de genres musicaux qui auraient été sûrement d'énormes niches locales ou régionales à une autre époque de toucher un public large, mais au final ça uniformise un peu les goûts de tout le monde. Le deuxième âge d'or du rap français, il a existé parce que n'importe qui pouvait streamer Fianso, SCH, Nekfeu, Jul ou PNL. La preuve, on se rend compte que même les fachos écoutent du rap maintenant. Alors que dans les années 90, il y avait peu de chances qu'un sympathisant FN ait des atomes crochus avec la musique de 113 ou des Sages-Peaux. Comme quoi, à trop vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui. Et je vais pas vous refaire mon couplet sur la gentrification d'une culture, parce que j'en ai assez parlé dans ma vidéo sur la mode de la peinture dans le rap, mais ça a aussi beaucoup joué dans le virage dont je parle ici. Tout ça pour dire que moi, la période que j'ai préféré vivre dans le rap, c'est pas ce fameux second âge d'or de 2015-2020, mais ce qu'on va appeler aujourd'hui l'âge d'argent, et qu'on pourrait dater entre 2009 et 2014. Au départ, j'ai hésité à aborder ce sujet parce que j'avais peur d'être juste nostalgique de mon adolescence, mais maintenant que j'ai un peu de recul sur les deux époques, je pense qu'il est important de remettre un peu de lumière sur ce qui a précédé la percée monumentale du rap dans le mainstream. Déjà, pour mettre un peu de contexte, quand je parle des années 90 et même des années 2000, je me fie en majorité à ce que j'ai pu apprendre via des documentaires, des livres, des articles, des interviews, des discussions, etc. Je suis né en 96 dans une ville moyenne et même si j'écoute du rap depuis tout petit, j'ai pas tant vécu la culture rap pendant mon enfance et le début de mon adolescence. Il y a toujours eu du rap dans mes oreilles grâce à mes parents, à mes potes et à mes goûts personnels, et j'étais ni un passionné, ni entouré de passionnés avant d'arriver au lycée.
Déjà, j'ai eu internet chez moi pour la première fois en 3ème, donc ça aurait été compliqué de se passionner pour une culture dans une ville qui te propose rien pour t'y intéresser. Mais même si j'étais pas les deux pieds dedans, j'avais pas trop le choix que de côtoyer la culture hip-hop. Dans mon quartier, il y avait plein de mecs qui breakaient, qui graffaient, et même des gars de mon collège qui avaient enregistré quelques sons. Donc même si en tant qu'auditeur je me contentais de ce que je pouvais entendre à la radio et des trucs que mes parents écoutaient, c'est-à-dire Sniper, Cynic, Nesbill, Ayam, Rof, Booba, enfin bref toute la clique des gros vendeurs, je voyais quand même vite fait qui était Hulk-Henry, Danny Dan, McTyre ou L.I.M. À la limite de mes 14 à mes 16 ans, même si j'écoutais beaucoup de rap et que je kiffais devant les nocturnes de Skyrock, j'étais plus passionné par le rock et toutes ses variantes. On était sur la fin de la période MTV, Guitar Hero et compagnie, et j'avais pas mal de potes en plus de mes cousins qui m'envoyaient des morceaux via Bluetooth, donc ça plus les magazines papier, plus l'arrivée d'internet dans mon appartement, j'avais de quoi tomber dans un puits sans fond. Mais comme je le disais, on était sur la fin de cette période où le rock avait tout dominé, et pratiquement tout le monde allait tourner le dos au genre petit à petit. Les magazines que je lisais ont arrêté d'être édités, mes potes se sont désintéressés du genre, et il y a 3 événements qui m'ont fait bifurquer de ma passion pour le rock, même si j'ai jamais arrêté d'en écouter, en témoignent certains articles que j'ai pu écrire, vers un amour inconditionnel du rap. Le premier, ça devait être en 2010 ou 2011, j'étais en 3ème et il y avait un gars de ma classe qui habitait dans un bâtiment juste à côté de ma tour, alors quand on rentrait chez nous le midi et le soir, on faisait le chemin ensemble. Vous voyez ce genre de pote un peu circonstanciel que tu calcules pas spécialement en cours, mais avec qui tu sympathises un peu par dépit parce que c'est mieux que de marcher solo jusqu'à chez soi. Et un jour le gars me demande si j'écoute du rap et quel rappeur j'aime bien, donc je lui lâche 2-3 noms, je saurais même pas dire ce que j'ai cité à l'époque, et le soir même je rentre chez moi, et en me connectant sur Facebook depuis mon iPod Touch, ouais je sais ce que vous allez dire, je vois que le gars a posté je sais pas combien de liens sur mon mur. Je vais regarder de plus près, là je vois que c'est que des recommandations de morceaux pas très connus de rappeurs dont je lui avais parlé. Il a continué à faire ça 2-3 fois de plus, après il m'a proposé de me faire découvrir des trucs que je connaissais pas. C'est comme ça que je suis tombé sur le premier projet de Nicki Minaj, des morceaux dont j'ignorais l'existence de Lil Wayne, Snoop, même sur Fort Minor, le groupe de Mike Shinoda pour ceux qu'on la ref, et aussi sur des morceaux de Youssoupha, Orelsan, et des trucs pas connus de la section. Cette liste peut faire un peu sourire parce que beaucoup de choses ont très mal vieilli dans ce que je viens de citer, et même à l'époque il y avait rien de bien underground là-dedans, mais ça m'a quand même ouvert à une partie du rap que je connaissais pas. D'ailleurs je découvre Youssoupha et Orelsan juste avant que démarre leur promo pour Noir Désir et le chant des sirènes, donc vu que j'ai bien aimé ce que j'avais entendu, j'avais continué de suivre un peu les deux artistes et de regarder de temps en temps s'il y avait pas des nouveautés. C'est un peu à la même époque que je tombe sur 1995 à la télé avec leur morceau La Suite. J'aime bien le clip et l'énergie du morceau, mais je creuse pas plus que ça à l'époque. Surtout que le jour où je découvre le morceau, j'en parle à 2 potes que je croise et qui me disent un truc du genre ah non 1995 c'est notre groupe, tu vas pas nous voler notre groupe. Alors que les deux étaient 2 mois avant des métalleux complètement réfractaires au rap et surtout au rap français. Donc ça m'a pas trop donné envie de donner du crédit à 1995. D'ailleurs pour l'anecdote, c'était pareil avec l'entourage au début mais pour d'autres raisons. En fait je voyais plein de gens plutôt de classe aisée porter des sapes l'entourage et sortir des trucs du genre pour moi les meilleurs rappeurs c'est l'entourage, alors que ces mêmes personnes crachaient H24 sur le rap. Sauf que moi je croyais que l'entourage c'était genre un groupe à l'ancienne des années 90 qui serait revenu à la mode via les sapes comme Nirvana ou les Stones. Donc j'avais la flemme de m'y pencher. Il n'empêche que lorsque le clip de 1990 d'Orelsan sort pour la promo de son album, je reconnais des têtes des gars d'1995 et je me dis que si un gars que je valide invite des rappeurs dans son clip, ça serait bête de pas écouter ce qu'il propose. Alors j'écoute, je me prends le côté 90s, l'attitude un peu nonchalante des mecs, les clips sont cool, etc. Et à force d'écouter un peu ces rappeurs français mais aussi des gars comme Mac Miller aux States, je me retrouve un jour avec dans ma barre de suggestions YouTube, ce qui correspond selon moi au 2e événement qui m'a poussé vers ma passion du rap, un morceau de DC's appelé Tout ça, tout ça. Static Selector. Pour moi à l'époque, d'ici c'était le rappeur que mon père écoutait quand j'étais petit et que j'écoutais en cachette, même si je savais que dans ses morceaux il y avait des gros mots. C'était le rappeur qu'on voyait de temps en temps à la télé mais qu'on entendait de moins en moins à la radio, à part quand c'était pour repasser Je pète les plombs ou Beau Gosse. Donc là je vois d'ici en 2012 en mode bonnet, doudoune, barbe, je clique, j'entends le tag de Static Selecta je pense pour la première fois, et la prod bien loin des clichés de ce que le rap français voulait nous faire passer pour du old school. Je tombe les 2 pieds dedans, surtout pour la prod d'ailleurs. Donc je creuse, j'écoute Le Poids d'un Gravillon et Moïse, car un autre extrait du EP Lucide qui allait sortir et à ce moment précis je pense que je suis contaminé. Je prends le même plaisir à découvrir un artiste rap que je prenais quelques temps auparavant du plaisir à tomber sur un groupe de rock que je connaissais pas, et sans m'en rendre compte, je commence à écouter le rap avec la même ferveur que le rock, puis même à ne plus écouter que les grosses sorties qui m'intéressaient dans le rock au profit du rap. Je me rends compte que l'entourage c'est pas des mecs à l'ancienne, mais des gars actuels qui sortent tous des projets. Je découvre des MC comme Nemir, Joke, A2H, etc. Et au même moment mon frère Soul Dandy qui habitait 2 étages au-dessus de chez mes parents se perd dans la même passion, alors forcément on passe notre temps à écouter du son et à s'en partager dès qu'on tombe sur un truc un peu neuf. Faut dire que toute cette vague d'artistes qui ramenaient un peu ce truc old school dans le rap français donnait plein de références que ce soit dans leurs morceaux ou en interview, donc forcément quand tu vois Zoxy en feat sur le premier EP dans 995, où tu te rends compte que le Nas dont tout le monde parle comme une légende, c'est un MC que t'écoutes sans le savoir depuis des années, avec Road to Zion en feat avec Damian Marley, ça crée des connexions neuronales. Donc au début tout seul, puis à 2, on creuse dans cette nouvelle vague du rap tout en allant diguer les artistes et albums plus anciens. Et en avril 2013, donc peut-être un an après que je sois tombé sur tout ça de DC's, je rencontre un gars pendant ma première semaine de formation BAFA, et je me rends compte que lui aussi est passionné par le rap. Je raconte déjà cette anecdote dans mon article sur Skill Trade d'Apollo Brown,
Donc je vais la faire courte, mais puisqu'il était plus âgé que moi, il était pas dans un truc de découverte toute fraîche avec cette nouvelle vague du rap français. Lui, son truc c'était Nujabes, le rap de Détroit des années 2000, et des trucs plus anciens comme Outkast ou Jurassic 5. Pendant la semaine de formation, on s'est échangé des artistes et très vite mes playlists sont remplies avec des Blue and Exile, Apollo Brown, Slum Village, etc. Et pour celles et ceux qui étaient trop jeunes ou trop loin du genre à l'époque pour avoir pu vivre cette période du rap en France, c'était loin d'être la mode d'écouter du rap. Au lycée, j'étais dans une classe où personne à part moi en écoutait assidûment, même si je me rappelle d'un de mes potes qui s'était tué à Ilmatic quand j'en avais parlé, et un autre qui me parlait genre de 5 majeurs. Évidemment, dans mon quartier, tout le monde écoutait en majorité du rap, mais c'était pas le même rap que celui qui me parlait et me passionnait à l'époque. Donc de base, chez moi, quand t'étais dans ce délire, t'étais ni vraiment dans la hype, ni vraiment dans le game. Mais c'était pas grave parce qu'en 2012-2013, il y avait déjà des moyens de découvrir de la musique sans avoir besoin des autres. Premièrement, l'algorithme YouTube avait pas peur de te proposer des contenus vraiment ciblés, et loin des conneries que tout le monde se coltine sur sa page d'accueil ou dans ses recommandations aujourd'hui. D'ailleurs, autant sur ma chaîne YouTube perso, j'ai carrément désactivé l'historique et les suggestions sur la page d'accueil, parce que ça me servait à rien et que ça me proposait jamais rien d'intéressant. Autant sur la chaîne de Bedroom Note, j'ai la chance d'avoir des propositions ultra pointues à force de cliquer que sur de la musique variée pour concocter les playlists. Je me retrouve avec des albums et artistes à quelques centaines de vues, et des vidéos ultra nichées sur la néo-soul, et ça me rappelle un peu l'algorithme YouTube de 2012, qui pouvait facilement me faire découvrir 3 artistes juste en regardant dans les recommandations. Aussi, c'est l'époque où j'ai découvert Last.fm avec leur système de suggestion d'artistes similaires à l'artiste dont t'es en train de regarder la page, et autant dire que je dois 90% de mes découvertes de l'époque à ce site. Je me rappelle que je listais tous les noms que je pouvais trouver dans les suggestions liées à Joey Badass ou SPM, et j'ouvrais tellement d'onglets YouTube pour tout checker que ça faisait ramer mon PC. Enfin, à l'époque, tout le monde fitait avec tout le monde dans ce microcosme de rappeurs fraîchement débarqués qui avaient envie de faire avancer le mouvement. Donc découvrir un rappeur, c'était potentiellement en découvrir 10 autres. Et justement, l'un des points qui m'a fait aimer cette époque, et qui à mon sens a manqué à la période suivante, c'est le grand nombre de groupes et de collectifs. Quasi tous les rappeurs de ce que certains ont appelé le retour du kickage sont arrivés avec un ou plusieurs crews. Le pire c'était Nekfeu avec ses 50 groupes, 1995, 5 majeurs, Escrew, l'entourage. Le gars il rappait avec tout Paris. Mais même avant ça, t'as eu la section, 4 Conscience, qui s'est malheureusement arrêtée suite à la disparition de l'homme de l'Est, mais qui a permis à SPM d'inspirer un paquet de rappeurs parisiens. Il y avait Damba Fondation, la 75e session, Très Sarcastique, Two Things, Panama Bendé, les Tontons Flingueurs, l'Animalerie, Cool Connection, Lyric Alchemy, Bon Gamin, Eddie Hyde, enfin bref, tout le monde semblait appartenir à une grande famille de kickers. Et le pire c'est que la plupart de ces collectifs étaient plugués ensemble et collaboraient à l'occasion. L'idée c'était vraiment que tout le monde monte ensemble et que chaque confrontation rapologique avec un autre rappeur était bonne à prendre. Ça nous a donné les fameux freestyles d'Oster Lapoisse, dans lesquels on pouvait croiser les mecs de l'Animalerie, mais aussi des gars de l'entourage ou même Vald à ses débuts, les cyphers avec des rappeurs de plein d'horizons différents, on pouvait voir des OG comme Gros Dash rapper avec Dino, Smissac, Virus, A2H et d'autres, ou alors un mec complètement à l'écart du game comme James Dino rapper avec Alpha, Nekfeu et Jean Jas, Mokobe qui ramenait Orelsan, Youssoufa, Dra, Lek, Gims qui teasait son album avec Orelsan, l'Insolent, Aboutal et Dadju, ou même des remixes dans la grande tradition du rap qui nous ont donné des feats genre Zekou avec Alka, L'Indice, Alpha, Dean, Gizmo ou Oxmo avec Vincile, Triptyque, Orelsan, Bustaflex, Gros Dash, enfin bref. Aujourd'hui, si tu veux voir ce genre de connexion, faut aller sur les vidéos de Scrooty Gang, mais pas sûr que t'en ressortes indemne. Je me rappelle même d'un vieux freestyle filmé à l'arrache et diffusé sur Dailymotion, dans lequel on voyait Népal avant même qui s'appelle Népal ou KLM, et Funky Flav avant qu'il choisisse son blaze. Je crois que la vidéo est introuvable maintenant, mais je suis prêt à jurer qu'il y a eu un freestyle vidéo dans laquelle Manklé et MC Toinant faisaient leur premier pas en tant que rappeur. Et en plus de ces sessions freestyle ou de ces remixes de morceaux, il y avait aussi des gros pussy-cuts intégrés dans les projets de la plupart des MC. Combien de sommors avec marqué feat various artistes on a vu fleurir à l'époque? 15 flots de Sango et les 15 fanatiques du Escrew avec 15 MC à chaque fois, même signature de ces derniers avec 32 rappeurs, les 37 fantastiques de Lyric Alchemy avec 37 rappeurs. Bon, vous avez compris, à l'époque si tu connaissais 65 mecs qui rappaient, tu ramenais les 65 sur ta mixtape pour mettre le plus de lumière possible sur ton entourage. Il y avait une vraie émulation, un truc où tout le monde rappait avec tout le monde et une équipe monstrueuse de jeunes qui venaient pour manger tous les micros de France. Parce qu'à part les quelques anciens que j'ai cités, la plupart des rappeurs dont je parle avaient moins de 20 ans à l'époque. Donc à ce niveau-là, il y avait vraiment un truc contre-culturel et un mouvement. Des dizaines d'artistes tous connectés entre eux, qui faisaient ça par passion, avec aucune perspective de carrière en tête, aucun moyen financier, en totale indépendance, et qui imposaient leur tendance plutôt que suivre celle qu'on voulait leur imposer. Et ce côté collectif dans le rap, il s'est aussi senti aux États-Unis. C'est quand même la période à laquelle on a pu découvrir les groupes Pro Era, Flatbush Zombies, Underachievers à New York, qui formaient le collectif Beast Coast, d'autres collectifs comme A$AP Mob, Haute Future, le Raider Clan, Clear Soul Forces ou même Black Hippie. Donc de part et d'autre de l'Atlantique, il y avait un retour au groupe et au collectif entre deux époques très individualistes dans le rap. Mais revenons en France. Ce côté collectif s'est aussi ressenti dans la manière de communiquer sur la musique et de partager sa notoriété avec les autres artistes de son crew. En 2012, j'étais déjà sur Twitter à une époque où ça servait juste à raconter sa life, poster 15 tweets pour dire je comprends pas Twitter ni comment ça fonctionne, suivre les quelques visionnaires de ta ville qui avaient déjà déserté Facebook, et dans mon cas, te tenir au courant des sorties des rappeurs que t'appréciais. Et à cette époque à laquelle Twitter était pas inondé de trolls décérébrés, de comptes fake tenus par Marlène Schiappa et... Attendez, je viens de dire 2 fois la même chose là, non? En tout cas, à l'époque où tu pouvais aller sur Twitter et tomber
uniquement sur du contenu qui t'intéressait, les rappeurs en profitaient pour faire de la promo pour leurs potes. Je me rappelle des quelques semaines avant la sortie de Soleil d'hiver de Giorgio et Hologramlo, tous les rappeurs plus ou moins proches de Giorgio faisaient sa promo à sa place à base de tweets, de retweets, et de cover du projet en photo de profil. C'était la même chose pour cette foutue perle de celui dont on va éviter de prononcer le nom, mais pour moi le plus mémorable c'était le hashtag #FTagueul, qui avait servi de promo au premier extrait du EP Qu'est-ce qu'on F de FG. Vu que le rappeur jouait sur sa réputation un peu wack dans ce morceau plein de second degré, tous ses potes avaient fait des tweets avec le hashtag #FTagueul, donnant à ses détracteurs une occasion de pouvoir l'insulter gratos, mais surtout de faire parler de lui. Au final, quand le clip d'Ennemi Public est sorti, ça lui a donné un capital sympathie supplémentaire et ça lui a permis de prendre un peu en visibilité. On était encore sur les débuts des réseaux sociaux et les rappeurs avaient compris que ça permettait de créer du lien avec leur communauté d'auditeurs. D'ailleurs, la plupart des artistes à cette époque étaient déjà découverts sur internet, donc c'était la période parfaite pour utiliser ces outils pour communiquer sur sa musique. Tout le monde était déjà sur YouTube, Facebook, Twitter, etc. Mais l'offre n'était pas aussi gargantuesque et gangrénée qu'aujourd'hui. On attendait alors le vendredi en espérant avoir un épisode de Vendredi c'est 6D, ou le nouvel an en espérant avoir un épisode des vœux de Raelsan, et on répondait présent quand Giorgio proposait de faire un album collaboratif en faisant voter son public pour les instrus sur lesquels il allait poser avant d'enregistrer le son et le clip dans la même semaine pendant 7 semaines consécutives. Quand Orelsan sortait des vidéos un peu humoristiques pour faire la promo du chant des sirènes, on n'était pas loin de 10 minutes à perdre ou des podcasts de Hugo tout seul. Seulement à cette époque, la culture internet et plus précisément la culture YouTube était aussi une contre-culture. C'était au final les mêmes codes que ce que je décrivais pour le Peura, sauf que c'était appliqué par une autre catégorie sociale et culturelle. Mais on était sur des jeunes créatifs qui faisaient des trucs en indé, sans moyens, en collaborant au max avec les autres créateurs pour se donner de la force et en utilisant des outils permettant de contourner les moyens habituels de l'industrie audiovisuelle, c'est-à-dire la télé et la radio. Donc à l'époque, pour un rappeur, proposer un contenu sur YouTube, c'était pas chercher du buzz ou se prendre pour un influenceur, c'était une autre manière de refuser de passer par les canaux traditionnels, rester dans le do-it-yourself et toucher directement son audience sans avoir à faire de braco ou de promo chez Ruquier, même si certains s'y sont risqués. Et d'ailleurs, à l'époque, en termes de contenu autour du rap sur YouTube, il y avait de quoi manger. Déjà, quand on revient sur l'époque 2009-2014 dans le rap français, on peut pas esquiver les rap contenders. Des battles de rap a cappella diffusés sur YouTube qui ont eu une telle importance que même les gens qui écoutaient absolument pas de rap connaissaient des punchlines par cœur. Si à l'époque les gars DRC avaient foutu les battles sur les plateformes de streaming, aujourd'hui Logique Constantine et Gaiden seraient disques de diamant. Il y a énormément de contenu qui retrace l'histoire DRC, donc je vais éviter de trop m'étaler sur le sujet, mais ça a ouvert un monde parallèle dans le rap en France, dans lequel des superstars sont complètement méconnus du public rap qui ne consomme que de la musique, et ça me fascine de voir qu'aujourd'hui encore leurs vidéos font des stats de malades, alors que les battle rappeurs qui s'y affrontent sont complètement passés sous les radars. On avait aussi des chaînes comme Basket Blanche qui proposaient des interviews, mais surtout il y avait des vrais concepts autour du rap. C'est à cette période qu'on découvre les poignées de punchline de Give Me Five, des vidéos dans lesquelles on voit des rappeurs freestyler à partir de mots imposés. D'ailleurs, je suis assez agréablement surpris de voir que la chaîne continue d'être alimentée et que le concept a survécu à l'épreuve du temps. Il y avait aussi les partiels de punchline, un peu dans le même genre, sauf qu'au lieu d'être un freestyle écrit en amont, filmé et monté, c'était un freestyle a cappella écrit spécifiquement pendant l'enregistrement de la vidéo, avec un certain nombre de mots imposés par la prod et par le précédent rappeur à s'être prêté à l'exercice. On a pu y voir Sadek, Dinber Bigo, Jazzy Baz, Gizmo, Joke, Black Ken, 3010. Il y avait un aspect ludique dans le fait de voir comment des rappeurs allaient intégrer des mots pas évidents dans un texte et de comprendre les mécaniques de rime utilisées. Il faudrait presque demander à certains rappeurs actuels de passer par cet exercice pendant quelques mois histoire de réapprendre à faire des vrais punchlines ou au moins des bonnes phases à chaque ligne, vu le niveau de vide lyrical qu'on se tape fréquemment. Il y avait aussi les vidéos d'Urban Shoot qui pour le coup étaient des cyphers réguliers, qui permettaient à plein de rappeurs jeunes ou moins jeunes de croiser le micro le temps d'une vidéo. C'était une manière agréable de découvrir des artistes. Tu cliques pour en voir un, tu repars avec 3 autres à écouter. Il y avait aussi Piège de freestyle qui sortait toutes les semaines et qui invitait à chaque fois une poignée de rappeurs à proposer un freestyle sur un thème en lien avec l'actualité. Encore une fois, c'est une manière ludique de découvrir des rappeurs. C'est quand même un contenu dans lequel tu pouvais croiser Lino, Doom, Soxmo, Gizmo, Cherio, Lindis, Jossman, Mister You, pour certains avant qu'ils aient pété, mais aussi des MC hyper confidentiels, et le tout programmé par Greg Frit et avec un générique composé par DJ Logilo, donc on n'était pas sur un truc d'arriviste qui connaissait rien au hip-hop. C'est justement l'un des contenus qu'on a le plus poncé à l'époque avec Soul Dandy, au point qu'encore aujourd'hui on doit connaître quasiment par cœur l'épisode 25 avec les 50 MC qui parlent de l'état du rap à la télé. Aujourd'hui aussi on a des contenus qui parlent de rap, je pense aux vidéos d'Anis Rally, mais c'est rare que la musique soit mise au centre du débat. On a eu des trucs comme rap-jeu, plein de contenus proposés par des youtubeurs, on a aussi les salles versus du chroniqueur sale qui pour le coup aurait pu être un concept pondu en 2012, puisqu'il s'inscrit complètement dans la logique de l'époque de faire du contenu court, mettant en avant des rappeurs pas forcément connus afin de leur donner un coup de boost. Mais à part ce dernier exemple, étant donné que le chroniqueur sale est aussi beatmaker, la plupart des contenus sur le rap aujourd'hui sont proposés par des gens qui sont pas vraiment des activistes du milieu rap et hip-hop au sens large. Dans le sens où même si l'impact et l'implication des créateurs de ces contenus n'est pas approuvé, ce sont pas des gens qui produisent quelque chose d'artistique lié à une des disciplines du hip-hop. Et justement, je voudrais revenir sur quelques contenus qu'on a eu à l'époque, créés de toutes pièces par des personnes actives dans le milieu du rap et qui ont, je pense, été importants pour une partie du public qui s'intéressait de près à ce qui se passait. Pour le premier, faut que je mette un peu de contexte. On connaît pour beaucoup la 75e session comme un label de musique qui produit aujourd'hui des artistes comme Jeune Mort, Ziné ou M le Maudit.
Pour certains, on s'en rappelle également comme un collectif de rappeurs et beatmakers qui squattaient tous au dojo, une espèce de colloque ouvert d'artistes qui allaient venir autour de Sheldon, avec des noms comme Inspire, Limsa, Giorgio, H24, Vesti, Sopico ou évidemment Népal. Mais à la base, la 75e session s'est pas fait connaître pour sa musique et ses artistes, mais pour ses réalisations de clips et de vidéos. Dans Ta reçoit de Nekfeu Alpha One, c'est réalisé par la 75e session. Mais c'est également le cas de clips comme You Used to Love Jazz d'Areno Jazz, On prend le contrôle d'FG, Nemir et SPM, Les pensées de Fall d'Alpha One et Kyoitachi, ou même Normal de Gizmo. Encore une fois, tout jusqu'au clip était fait en famille avec les moyens du bord et le savoir-faire des uns et des autres. On peut aussi parler de Candy Cotton, qui était un réalisateur à l'époque compris dans l'entité L'Entourage, qui postait des clips et des vidéos de freestyle sur sa chaîne perso. Mais au-delà des clips, ce qui m'a marqué et a marqué beaucoup d'auditeurs à l'époque, c'était les freestyles John Doe et Jendo postés sur la chaîne de la 75e session. Des freestyles courts et anonymes mettant à chaque fois en lumière un ou une artiste, encadrant uniquement sur sa bouche, cachant alors son identité. Un parti pris simple mais fort qui allait vraiment avec la volonté de faire de la musique par passion avant d'en faire pour être connu, et qui aura vu des MC comme Keroué, DC, Giorgio, Dime, Népal, Kema, Vald, SPM, Jewel Hussein, Kondo, Limsa Dolné et tant d'autres. Sinon, pour le côté do it yourself, il y avait évidemment Grunt et leurs sessions freestyle encore incontournables en 2024 qui ont débarqué et ont complètement ringardisé la plupart des formats de freestyle radio ou vidéo. C'était toujours pensé autour du rap et non de la fame des invités. Quand MC venait y faire la promo de son projet à venir, il ramenait toute sa clique et combien de rappeurs sont fait découvrir dans un Grunt avant de péter par la suite. Le format continue d'exister et a pas mal évolué, tout comme Grunt qui s'est développé sur plein d'autres formats en rapport avec le rap et la musique. Il faut vraiment saluer le taf qui était déjà fait à l'époque. De quoi me dire que je regrette absolument pas d'avoir acheté un pull Grunt jaune qui doit être limite une pièce d'archive maintenant. À l'époque, il y avait la marque de Sapvrung qui proposait plein de vidéos pour promouvoir ses vêtements tout en incluant la marque dans le mouvement d'activistes du hip-hop qui réémergeait. Sur la chaîne, t'avais autant des trucs de graphe, de danse que de rap, mais j'y allais surtout pour voir les connexions de fous qu'ils étaient capables de faire. Ils avaient ramené Dylan Cooper des States pour feat avec Nemir, mais surtout ils proposaient des collabs entre des légendes du rap français et des MC encore en formation à l'époque. On a eu Danny Dan avec Kenyon, Roca avec Alpha One, mais surtout Nubi avec Dinber Bigo. Et justement, la passerelle effectuée entre les anciens, ceux qui ont connu le premier âge d'or et les rappeurs émergents a été un élément fort de cette période du rap français. Et cette passerelle, elle se résume parfaitement avec un élément non négligeable dans l'histoire de cette musique, la reformation de Triptych en 2012. On remet le couvert, c'est pas... Alors dit comme ça paraît anecdotique étant donné l'impact du groupe sur tout le long de sa carrière, qui a eu une importance indéniable mais en rien comparable à des groupes comme Arsenic, Lunatic, IAM, la FF, etc. Mais en réalité, cette reformation a eu pour conséquence la mise en lumière d'énormément d'artistes émergents auprès d'un public peut-être trop âgé à l'époque pour avoir vraiment envie de cliquer sur des clips remplis de post-adolescents. Et la cause de tout ça, ce sont les soirées Can I Kick It, qui invitaient à rapper sur la même scène des artistes comme Dinber Bigo, Nemir, C'était Match, mais aussi les X-Men, Bustaflex, Oxmo et d'autres légendes du rap français. Et ces soirées étaient à chaque fois teasées par des vidéos de freestyle des rappeurs bookés. On pouvait alors y découvrir des couplets exclusifs de Lovni, Rimcash, A2H, Nekfeu, SO Luxueux, Roca, Flint, évidemment Dabaz et Greg Frit, mais aussi le freestyle de Jazzy Bass que bon nombre d'apprentis rappeurs se sont amusés à réciter par cœur sans respirer. Ah, et sans oublier celui de Thomas Njijol, je vous le conseille vraiment. Pour revenir à DC's, la passerelle s'est aussi faite via des feats entre des rappeurs de son genre et des artistes de la scène émergente, et je pense pas trop m'avancer en disant que, surtout d'anciens qui avaient pourtant un peu lâché ce style de rap, a été inspiré par l'arrivée de tous ces artistes et collectifs qui remettaient le rap qu'ils avaient connu au goût du jour. Et donc là où des nouveaux rappeurs s'étaient inspirés des OG des années 90, les OG sont inspirés de ces nouveaux rappeurs. Dans le morceau H d'or, Dinber Bigo dit: Tourner tête, par les plus forts, on a peut-être rien inventé, mais on a remis le rap à la mode. Quand tu préparais le plan B, je vois des anciens revenir, je dis que c'est pas choquant. Je leur donne le respect qu'ils méritent, qu'ils en fassent autant. Et je trouve cette phrase pleine de lucidité quant à l'état du rap à l'époque, les statuts qu'avaient pris des rappeurs comme ceux de l'entourage en lui faisant prendre un virage justement plus rap et plus proche des fondements de la discipline. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai rencontré Driver et j'ai pris le temps de parler un peu avec lui, et il m'a affirmé que ce qui lui donnait de la motivation pour faire ce qu'il fait depuis maintenant des années, que ce soit à l'époque en tant que rappeur, ou maintenant avec ses vidéos, ses podcasts, ses livres, etc., c'est justement de voir des jeunes arriver et proposer quelque chose de nouveau, de frais, de motivant. On a parlé un peu de cette époque que je nomme l'âge d'argent, et il m'évoquait la période où il manageait Black Kent, et le fait qu'il lui ait dit un jour, avant que Black Kent commence à faire parler de lui, profite avant de percer parce que c'est la dernière fois que tu vas connaître ça, et c'est la meilleure partie d'une carrière. Justement en ce moment où il n'y a rien à perdre, où tout est fait par passion et où le succès commence à arriver avec toute la satisfaction obtenue après avoir bossé pour en arriver là. On a parlé du contexte de l'époque, de l'importance du collectif, d'internet et des contenus fédérant tous les acteurs du mouvement autour de leur passion commune, mais au final j'ai à peine évoqué la musique en elle-même qui était proposée. Parce que l'une des raisons qui a permis à cette période du rap d'apparaître pour certains comme une résurrection, c'est avant tout le contexte musical dans lequel elle s'inscrivait. Je veux pas réalimenter les débats une énième fois sur la qualité du rap dans les années 2000, parce que je sais qu'on a aujourd'hui encore plein de nostalgie qui tentent de réhabiliter cette période, et franchement j'ai pas la foi de revenir sur toutes les raisons pour lesquelles on peine encore à trouver plus de 10 albums classiques entre 2004 et 2009. Mais on peut quand même souligner l'absence de direction
définition du rap français à cette période. Le côté complètement éparpillé, et ce notamment à cause des prods, avec le début de la composition sur du software, et plus sur du hardware, et toute cette étape un peu intermédiaire entre la maîtrise complète de la compo à base de samples et la maîtrise de compo à base de VST. C'est pas mentir de dire que la plupart des classiques des années 90 se réécoutent bien plus facilement quand il s'agit de prod que les gros albums des années 2000. Par contre, en termes de rap, même s'il y avait évidemment des rappeurs hors normes dans les années 90, peu avaient le niveau qu'auront plus tard des Holkinry, Salif, Unité de Feu, Gros Dash, Nubi, Kazé, Nak ou même juste Booba. Donc à la fin des années 2000, on se retrouve avec une génération de jeunes rappeurs qui se sont pris à la fois tout le rap bien produit, avec les influences soul, jazz et des samples de partout des années 90, mais aussi les gros techniciens et rimeurs des années 2000 et qui commencent à rapper au moment où le rap français est dans un vrai moment de flottement artistique. Il y avait le début de la trappe française, mais c'était encore sous une forme un peu balourde et inspiré uniquement par le côté épique de Young Jeezy et le côté crapuleux de Gucci Mane, donc ça collait pas trop avec l'image de mecs comme genre Pink T. Mais il y avait surtout plein de trucs ultra génériques qu'on aurait même du mal à catégoriser tant ça ressemblait à tout et à rien en même temps. Des versions premier prix du son shady Aftermath, des pseudo boom bap mélancoliques avec des rythmiques sans aucun groove, des tentatives de plaire aux auditeurs de variété ou d'électro. Il y avait clairement besoin de ramener du style et de la musique au milieu de tout ça. Donc je suis pas étonné du succès de rappeurs comme un 995 qui, même s'ils étaient pas mauvais, étaient dans la moyenne de ce qu'on pouvait attendre d'un bon rappeur à l'époque. Parce que comme je viens de le dire, ils étaient pas mauvais, mais en plus sans rien ramener de révolutionnaire, ils proposaient du rap qui tournait pas qu'autour du rap. Quand ils sortent leur premier projet, leur musique est encore jeune et pas hyper définie, mais ça se rapproche déjà plus de ce qui pouvait se faire à Détroit un peu plus tôt qu'aux horribles prods du rap français quasi inaudibles aujourd'hui. Et là je parle d'eux parce que c'est ceux qui ont eu le plus de succès à l'époque, mais dans plein de styles plus ou moins ressemblants, tu pouvais trouver des rappeurs qui posaient sur des prods agréables à écouter. Kema et Ermac, 3010, A2H, Caballero, tout a plus ou moins bien vieilli, mais en général, t'étais rarement déçu en allant écouter un truc d'un de ces gars. Et là, on va me dire que c'était que du rap de Yankee et tout, mais c'était aussi le début de mecs comme Sadek ou Lesram. Il y avait des rappeurs d'un peu partout qui ramenaient du rap de qualité au milieu de tout ce bourbier, que ce soit en termes de proposition musicale, avec des mecs comme Kenyon qui étaient entre le rap, la soul et le raga, ou même en termes de positionnement géographique. On parle souvent du rap parisien de cette époque, il y avait aussi Infinite à Nice, Joke à Montpellier, Némir et Gromo à Perpignan, Pink T à Lille et j'en passe. Le mieux pour montrer un petit panorama de la musique ramenée par cette vague, c'est que je vous parle de quelques projets qui m'ont particulièrement marqué à l'époque. Déjà, je tiens à dire que quand je découvre l'entourage avec leur freestyle et les quelques morceaux de groupe qui étaient sortis, les deux MC que je me prends le plus, c'est Dean Burbigo et Jazzy Bass. Dean à l'époque, c'est celui qui avait le plus d'assurance. Je crois qu'il a un poil plus âgé que les autres membres du collectif, donc il avait déjà sûrement un peu plus de bouteilles, et je le trouvais plus consistant que les autres en termes de rap. Il y avait un petit côté rue que j'aimais bien dans Inception et des morceaux de fou comme Couteau Suisse, Roule ou Debout à l'aube. Même si aujourd'hui certaines prods sur le projet sonnent un peu datées, mais c'est surtout son EP Fin d'après-minuit sorti en 2014 que j'ai saigné à l'époque et que je continue d'écouter de temps en temps. Pour le coup, quasiment rien n'a vieilli, que ce soit en termes de rap ou de prod. D'ailleurs, on retrouve des gros noms à la production comme Richie Beats, Enzo, Just Music ou même Beat Butcha. L'EP est beaucoup plus chaleureux et moins brut que le précédent, et on sent les influences de TD, mais aussi de groupes comme Flatbush Zombies sur certains morceaux, ce qui lui donne une couleur assez différente de ce qui sortait à la même période en France. C'est un projet de 8 titres qui continue de s'écouter de bout en bout 10 ans après sa sortie, et j'aurais même du mal à vous conseiller des morceaux plus que d'autres, mais là à chaud je vous dirais d'écouter H d'or, Je résiste, L'oseille à la bouche, avec le couplet lunaire d'infini, Suis-je, Les fleurs du mal, faites laisser tomber, écoutez tout le projet, ça ira plus vite. Un autre projet d'un membre de l'entourage que j'ai écouté plus que de raison à l'époque, c'est Sur la route du 314 de Jazzy Bass sorti en 2012. En termes de rap, c'est évidemment très bien rappé, même si on frôle souvent la branlette lyricale, mais musicalement il y avait déjà pas mal d'avance sur les gars de son crew. Déjà il est bien entouré puisqu'on retrouve Lubensky et Jimmy Woo sur plusieurs prods, mais surtout il se permet de poser sur des faces B moins clichés que la plupart des MC de cette période, à part Seul avec l'instru de Pete Rock, Far From Yours de aussi du DITC, Keep It Real de Milkbone qu'il a réussi à complètement se réapproprier sur 64 mesures de spleen et qui est considéré maintenant comme un classique de l'époque, Perfect Match de Cella Duelas, mais surtout 314 Connexion qui reprend quasi trait pour trait l'instru de Swing de Trey the Truth. Pour le coup pas du tout une instru boom bap bien 90s, mais un morceau de Houston de 2006. D'ailleurs c'est pas le seul son qui tire vers les sonorités du sud des États-Unis, puisque même le premier morceau Ce putain de jazz produit par Jimmy Woo est basé sur une rythmique toute droit sortie de Memphis, même si l'enrobage jazzy lui permet de s'intégrer complètement dans ce projet rempli de samples bien nocturnes, notamment ici le très reconnaissable sample de Careless Whisperer de George Michael. Dans un style beaucoup plus ensoleillé, et sorti la même année que Sur la route du 314, il faut qu'on parle de Ailleurs de Némir. Sérieux, que ce soit au niveau de ses performances dessus ou des prods de Enzo, ça a pas pris une ride. Si vous voulez vraiment passer un bon été, c'est ça qu'il faut écouter, et pas les zumba bizarres qu'on nous refourque tous les ans. Je parlais de musique chaleureuse un peu avant, mais là on y est vraiment. Il y a de la soul, du groove, Némir rappe de manière vraiment singulière et chante déjà extrêmement bien. Il y a vraiment une ambiance assez unique dans le projet qu'on peut expliquer que par l'alchimie entre le rappeur et le producteur. Tous les passages soulful et jazzy sont magnifiques, et Némir peut même se targuer d'avoir donné à Alpha et Deal leur premier petit succès avec Wake Up et ailleurs. D'ailleurs, je suis allé voir Némir en concert gratuit pendant le printemps de Bourges en 2013, et au moment du couplet de Dean, il nous a feinté en faisant croire que Dean allait arriver pour le rapper, mais c'est au final Gromo qui a rappé sa partie. Et pour l'anecdote, j'étais allé check Gromo après le concert pendant que tout le monde était vers le stand de dédicace de Némir, et il était hyper surpris que quelqu'un le connaisse et connaisse sa musique. Et ouais, je fais l'ancien, ouais, y'a quoi. Quand je dis que Ailleurs de Némir est ensoleillé, je devrais rajouter que pour une raison qui m'échappe,
Il y avait pas mal de sons, voire de projets plutôt solaires qui sortaient à l'époque. Peut-être qu'on sortait d'une période tellement bresson que les nouveaux arrivants avaient envie de remettre un peu de clarté dans tout ça. Peut-être que les beatmakers étaient tous butés à Jay Dillon, Jabez, Dela et autres génies qui laissaient toujours un peu de lumière entrer dans leur production. Une transition parfaite pour parler d'SPM et son EP L'été à Paris, sorti en 2012, sur lequel on retrouve d'ailleurs une prod de Dela et qui est tout simplement le projet qui symbolise la période estivale pour moi. Je parle de Dela, mais on a aussi Lubensky et Ayazis sur quelques morceaux, et quand on voit le chemin parcouru par ses producteurs, mais aussi par des mecs comme Jimmy Woo et les rappeurs pour qui il produisait à l'époque, on peut clairement envisager Sur la route du 314 et L'été à Paris comme des pierres fondatrices d'un pan de la musique française assez balèze en termes de propositions musicales. Je veux dire, c'est pas les Soulquarians non plus, mais Jazzy Bass, Esso Luxueux, SPM, Jimmy Woo, Lubensky, Ayazis, Sabrina Bellawell, Midsizer, Bonnie Banane, The Hop. Va falloir me dire quelle autre équipe de musiciens a proposé autant de qualité dans les années 2010-2020 en France. D'ailleurs, je pense que la proximité d'SPM avec The Hop à cette époque a aussi grandement joué sur la couleur du EP L'été à Paris, qui est beaucoup plus jazz, soul et comme je le disais lumineux et ensoleillé que ce qu'il faisait auparavant avec 4 Conscience. Encore une fois, c'est un EP qui a très peu vieilli, à part en termes de mix, mais sinon SPM est un rappeur prodigieux. Et musicalement, tout est encore très pertinent, donc y a pas de raison de passer à côté. D'ailleurs, j'ai pour tradition de lancer 21 juin issu de ce projet chaque 21 juin quand je me lève, évidemment 22 septembre le 22 septembre depuis des années. À l'opposé du calendrier, il y avait Soleil d'hiver, le projet commun de Giorgio et Hologramlo sorti en 2013, qui m'avait beaucoup plu à l'époque et que j'ai réécouté par curiosité il y a pas longtemps, et franchement c'est toujours plaisant à écouter. Le Giorgio de l'époque a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui, et je pense que c'est sûrement le dernier projet dans lequel il rappe autant la rue et la débrouille, même si on retrouvera des bribes par la suite, et c'est justement cet aspect très terre à terre, brut et rap de prolo que j'aimais chez lui. Ce truc où tu sentais la technique et les influences de rimeur, mais il y avait du fond dans les textes, même chez un rappeur aussi jeune. J'ai un peu arrêté de suivre Giorgio après la sortie de Bleu Noir en 2015, justement parce que je m'y retrouvais un peu moins dans sa musique, mais je dois avouer que Soleil d'hiver avait été assez impactant à l'époque pour le jeune que j'étais. Le morceau éponyme qui clôture l'album fonctionne toujours aussi bien. J'adore Hassan Saba et évidemment le morceau Saleté de rap qui avait été choisi comme single. Et puis tout à l'heure, je vous parle de projets qui tournent plus ou moins autour de l'entourage et de leurs amis proches, avec une esthétique plutôt 90s, boom bap, ou du moins des rythmiques type New York ou Détroit à l'ancienne, même si on a pu voir que c'était pas tout le temps le cas. Mais en parallèle de tout ça, il y avait aussi d'autres propositions, et notamment celle de Joke, aujourd'hui Ateyaba, qui expérimentait plein de choses, en particulier sur son EP Tokyo sorti en 2013, dans lequel figure un tas de morceaux qui m'ont mis des claques à l'époque. L'intro du projet, Max B, Louis XIV, Django, Harajuku, j'avais l'impression que chaque morceau proposait une idée, un univers différent, avec des sonorités qu'on entendait chez personne d'autre en France. Alors oui, on capte les influences, Max B, Dipset, A$AP Rocky, Lil B entre autres, mais proposer ça en 2013 alors que ce qui fonctionne c'est d'un côté Or Noir de Caris, d'un autre un 995 et d'un autre Je me tire de Maître Gims, c'est fort et surtout qu'on le veuille ou non, ça préfigure un tas de choses qui vont arriver par la suite dans le rap français. J'aurais pu parler de plein de projets que j'avais validés à l'époque mais que j'écoute pas forcément aujourd'hui, les premières sorties de Gizmo qui étaient vraiment un surdoué, le projet de Two Things, la premium mixtape de 3010 et DJ Battle, Paris-Genève, le projet commun entre la 75e session, Très Sarcastique et Panama Bendé, ou Variation de 5 majeurs, mais tout n'a pas aussi bien vieilli que les albums dont je viens de parler et à l'époque j'étais pas un auditeur aussi exigeant qu'aujourd'hui. Mais juste avant de passer aux conclusions, je voudrais rappeler que pendant cette période 2009 à 2014, on a aussi eu Z2Hero et Or Noir de Caris, qui m'intéressaient pas plus que ça à l'époque même si je reconnaissais qu'ils rappaient bien, mais aussi des gros albums de Despo, Salif, Nubi, Danny Dan, Alpha 520, et dans d'autres créneaux Hocus Pocus et Jazz Liberators. C'était certes une période transitoire entre les années 2000 et le retour en force du rap en 2015, mais c'était surtout une époque pendant laquelle des projets et des artistes extrêmement influents ont débarqué, pendant laquelle des artistes déjà confirmés ont continué de sortir des bons albums, et pendant laquelle il y a eu de la place pour tout un vivier de talent pour s'exprimer et sortir le rap de toutes ces considérations économiques et du délire de street cred bien gaze des années 2000 pour revenir à des considérations techniques et purement musicales. À la fin de l'année 2014, Samir Hamad, rappeur montpelliérain comme Joke, sort ce qui deviendra son classique et l'un de mes albums préférés, à savoir Perdant Magnifique. Et cet album résume tout ce que j'aime dans cette période du rap français. C'est du rap avec de la technique, du texte, de la rime, du style, des prods organiques mais modernes qui empruntent aux musiques que j'aime, donc le jazz et la soul entre autres. Et surtout c'est du rap qui essaye pas de suivre la mode. Un album quasi parfait qui sera suivi par une discographie solide et des grosses réussites à chaque album. Alors on n'est pas vraiment dans la même mouvance que les autres artistes de cette sélection d'albums. On parle d'un rappeur d'une génération au-dessus qui sort ce qui pourrait être déjà son album définitif, même si finalement pour lui c'est un début de carrière, et c'est pas un gars de l'équipe de l'entourage, ni même un ancien qui a suivi la mouvance comme l'ont pu faire Triptych ou DC's. Si je parle de cet album, c'est juste pour rappeler que cette période de 2009 à 2014, c'était pas que des rappeurs en début de vingtaine qui rappaient au kilomètre dans un micro sur des faces B de DJ Premier, mais aussi des rappeurs qui avaient de la bonne musique à proposer et qui n'ont pas attendu que le rap redevienne à la mode et retrouvent des moyens financiers pour tenter de sortir des projets exigeants. Donc en termes de musique, évidemment beaucoup de ce dont j'ai parlé tournaient autour du boom bap, de sonorités old school avec beaucoup de samples, mais également des fois des tentatives de moderniser le boom bap en mélangeant avec des éléments plus actuels. On avait des débuts d'expérimentation autour des rythmiques du sud des États-Unis, de la trap, mais aussi du cloud rap, des influences venues du rap français et américain des années 90, mais aussi de tout ce qui se passait en même temps de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce qui ressort de la plupart des projets qui ont réussi à perdurer dans le temps, c'est l'aspect authentique de la proposition, qu'elle soit expérimentale ou plus traditionnelle. On sentait dans tous les cas une forme de spontanéité qu'on retrouvera de moins en moins par la suite. Comme il n'y avait pas forcément de questions financières,
et que la plupart des rappeurs avaient juste envie de faire de la musique qui leur plaisait, il n'y avait pas de calcul autour de ce qui allait être fait. Évidemment, c'était pas non plus du grand n'importe quoi, et les projets étaient un minimum réfléchis, mais il n'y avait pas ce truc de dans mon projet faut une zumba, une drill, une two-step, un piano-voix, etc. Les extrémités du spectre du rap étaient moins éloignées, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'un côté Mobb Deep et de l'autre Winter Zuko, ou d'un côté Common et de l'autre Jul. On se posait moins la question du sous-genre du rap qui était pratiqué, puisque de toute façon le rap c'était le rap, et chacun pouvait proposer ce qu'il voulait tant que ça collait à ses goûts et à sa personnalité. Évidemment, sur les dizaines voire centaines de rappeurs qui ont émergé à l'époque, peu sont sortis du lot parce que quand tout le monde se réunit pour rapper ensemble, ça crée forcément une espèce de style médian dans lequel les rappeurs médiocres vont se noyer et où les petits génies vont marcher sur l'eau. Et quand tu regardes aujourd'hui le statut de rappeurs comme Dean Barbigo, Caballero et Jean Jass, Jazzy Bass, Teyaba, Giorgio, A2H, Népal, Gizmo, je parle même pas d'Alpha One, Vald, PLK, Nekfeu, ou même Jossman, Freeze Corleone, Dino, Saspri Noir, Luigi, dont j'ai peu ou pas parlé dans cette vidéo, mais qui ont aussi fait leur premier pas à cette époque. Quoi qu'on pense de leur musique, on est obligé de reconnaître que cette période transitoire qui leur a servi d'entraînement a porté ses fruits. Par la suite, le game s'est à nouveau individualisé, on a vu de moins en moins de petits rappeurs prendre le micro de manière spontanée. Fallait avoir un personnage, un univers bien défini, et si possible coller un style facilement identifiable. La trap, l'afro-trap, la drill, le type Joule, la D3, la two-step, le cloud, la plug, ça a permis de recadrer un peu le rap qui était redevenu un peu punk mais perdait ses contours. Ça a mis en valeur des rappeurs hyper différents qui ont énormément fait avancer le genre, au point que le rap français a plus évolué en 2015 et maintenant, entre 90 et 2015, mais ça a aussi tout centré sur la DA, la différence à tout prix, quitte parfois à être mauvais ou médiocre tant que tu ressembles à personne. Donc du bien et du moins bien. Mais je regrette absolument pas que cet âge d'argent n'ait pas duré plus longtemps. Je pense que même en étant passionné comme moi et en ayant l'appétit de tout écouter, on serait un peu lassé de ne tourner qu'autour d'une sorte de revival du boom bap. On aurait fini par ne plus écouter les petits artistes ou les nouveaux venus, mais juste suivre nos 10 préférés. C'est un peu ce que ça me fait ces temps-ci avec la scène underground américaine, qui est hyper bouillante au niveau du boom bap, de l'abstract et tout, mais il y a trop de choses qui sortent, et qui parfois se ressemblent pas mal. J'essaie quand même d'écouter le plus possible de projets pour garder une oreille attentive sur ce qui se passe, mais quand des artistes sortent 3 projets par an, c'est un peu compliqué d'avoir envie de tous les lancer. Surtout que ça laisse peu de temps pour vivre pleinement avec les projets qui nous plaisent vraiment. Aussi, je parlais de mecs comme Alpha One, etc., pour parler de leur évolution, et la réalité c'est que je les trouve 1000 fois plus forts depuis qu'ils sont concentrés sur leur carrière solo, et qu'ils ont passé des heures et des heures à bouffer du studio. J'aurais toujours une affection particulière pour les projets sortis en 2012, 2013, 2014, mais ce qu'on proposait des Alpha, Dean, Prince Wally, Népal, Dime, Caballero, Sheldon après 2015, ça a rien à voir en termes de qualité. On a clairement passé un step. Même les anciens comme DC's ou Dabaz, leurs derniers projets mettent une vitesse à ce qui sortait au début des années 2010 si vous voulez mon avis. Et surtout même avec toute l'affection et la nostalgie que je peux avoir pour cette période et l'esthétique qui était ramenée, j'ai pris des plus grosses claques en écoutant Hamza, PNL, Kekra, Isha ou Turi qu'en écoutant, je sais pas, Aframal ou Melo Mendes. Donc je dirais qu'en termes d'énergie, de culture, de mouvement, d'émulation, de contenu, de référence, d'authenticité, l'âge d'argent de 2009-2014 était beaucoup plus développé et intéressant que ce qui a suivi. Par contre, en termes de propositions musicales, de professionnalisme et de visuel et d'évolution, l'âge d'or 2015-2020 a été beaucoup plus pertinent. Je sais pas si on retrouvera un jour une époque semblable à cet âge d'argent, et à vrai dire j'y crois peu. Les conditions étaient assez uniques entre l'état du rap en France à l'époque et celui d'internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui tout a tellement changé, je pense plutôt qu'il y aura d'autres ères un peu intermédiaires comme celle-ci, mais qui prendront des formes différentes. On peut déjà se demander si la fameuse New Wave avec laquelle on nous saoule depuis quelques années n'est pas une sorte de nouvel âge d'argent pour les gens qui ont l'âge que j'avais en 2012, mais je vois trop de paramètres qui le contredisent. Y a pas ce truc de passion du rap pour ce que la discipline la plus brute a apporté. Limite on est plus sur l'âge d'argent du beatmaking ou de l'ingénierie du son, mais les rappeurs en soi ont pas l'air d'avoir autant la dalle de micro. Les petits artistes qui fleurissent sortent des projets qui sont déjà hyper sophistiqués, je trouve peu la spontanéité, l'organicité, le côté zéro calcul que j'aimais à l'époque. Après il y a quelques exemples qui me donnent tort, quand je vois Jeune Crack citer Serre lui-même, venir se taper au micro avec Myro ou Infinite, ou même juste le fait qu'il ramène des potes inconnus au bataillon sur ses projets, ça me rappelle les rappeurs en 2012 qui allaient citer Nak, rapper avec n'importe quel autre rappeur qui leur proposait, et qui ramenaient tout le temps Kema, FA2L, Inek, L'étrange, Blue Palooza, etc. Alors qu'à part les auditeurs vraiment investis comme moi, personne ne connaissait vraiment ces rappeurs. Donc j'ai pas l'impression d'être face à un néo-auditeur de rap qui se dit qu'il pourrait avoir de la fame en faisant du son, et qui tente de recopier les trucs à la mode. Je sens une démarche spontanée, passionnée et saine, donc ça me parle. Tous les gars qui scorent un peu à leur échelle en ce moment et qui fit tous ensemble là. Eldon, Grey, FF Orion, GAL, Papy Teddy Bear, c'est pareil. Y a un truc de do it yourself et d'entraide qui fait plaisir à voir, mais même avec toute cette scène underground que je kiffe bien, j'aurais pas à dire quand c'est la dernière fois que j'ai vu une vidéo de rappeurs vraiment chauds en train de kicker dans la rue, ou dans un appart miteux, ou dans le métro. Pendant que j'écrivais la vidéo, il y a eu une interview de Jean Jass et Keroué pour Grunt et une interview de Lovni pour Apple Music qui sont sortis, et dans les deux ils parlent justement de ce truc où tout le monde avait envie de rapper et de partager sa musique ensemble devant d'autres rappeurs. On voit que tous ces mecs ont une petite nostalgie ou du moins de l'affection pour cette période, et qu'il y avait quelque chose de particulier à la vivre de l'intérieur, et pour autant c'est des artistes qui aujourd'hui pratiquent leur musique principalement en solitaire. On dirait que le rap est devenu davantage une discipline de studio qu'un art de rue, et je pense que c'est l'évolution naturelle des choses, avec les changements qu'on a vécu depuis 2015 entre le streaming, la démocratisation de l'autotune à grande échelle, les type beats, les réseaux sociaux, le confinement et tout le reste. Donc la conclusion de la conclusion, c'est que comme avec chaque mouvement dont on est nostalgique, ça sert à rien d'essayer de le faire revenir alors qu'il est mort et enterré depuis longtemps. Ça sert à rien d'espérer que les jeunes de la génération actuelle ou des générations futures soient les mêmes que ceux qu'on était à l'adolescence, et surtout ça sert à rien de rester bloqué
bloqué dans le passé à part à nous empêcher de profiter de toutes les bonnes choses qui sortent dans le présent. Si on a kiffé vivre cette période du rap à l'époque et qu'on pense que le rap a régressé depuis, ce qui n'est pas mon cas, on peut toujours retourner écouter les projets qu'on a giflés à l'époque, essayer d'en découvrir d'autres en creusant dans les discographies de petits artistes qu'on avait un peu esquivés et se remater les pièges de freestyle ou les partiels de punchline. De la même manière que plutôt que tout ramener aux années 90 et grincer des dents dès qu'il y a une 808 ou un soupçon d'autotune, les anciens feraient mieux de retourner écouter les albums de l'époque ou même d'arrêter de baser leur appréciation du rap actuel uniquement sur ce qu'ils entendent à la radio. Quand on y pense, il n'y a plus rien qui différencie culturellement les puristes à l'ancienne et les consommateurs de rap mainstream d'aujourd'hui. Dans les deux cas, ils pensent que le rap s'arrête à Skyrock et aux tendances YouTube. Et ni les uns ni les autres ne font avancer le mouvement. Donc si vous aimez vraiment le rap, peu importe quelle époque vous a marqué en tant qu'auditeur, continuez de creuser et de chercher des artistes qui s'évertuent à toujours proposer de la qualité. Sinon, c'est que vous aimez pas vraiment le rap, ou du moins que vous l'aimez plus. Et s'il y a des puristes relous qui tombent sur cette vidéo et qui restent persuadés qu'aujourd'hui le rap c'est que de la trappe énervée et des Joule type beats sous autotune et qu'on a jamais fait mieux qu'en 98 ou en 2012, allez écouter Okist, Dax Max, Ron Bryce, Souffrance, Keroué, Prince Wally, les derniers albums de Jean Jass et de Caballero, et osez me dire que les kickers actuels sont pas aussi intéressants que ceux des décennies précédentes. En attendant, je vais vous partager dans les jours à venir une playlist avec les 15 morceaux qui m'ont le plus marqué de l'âge d'argent du rap français sur Insta. Donc allez me suivre là-bas si c'est pas déjà fait parce que j'y poste régulièrement des playlists thématiques et pas que sur le rap, parce que la musique c'est vaste et qu'il y a du bon à prendre dans tous les styles, mais c'est aussi là-bas que je poste les articles de mon blog. Il y a déjà la première saison qui est sortie depuis un moment et j'ai prévu de me mettre à l'écriture de la saison 2 dans pas longtemps. Étant donné que je fais ces vidéos sur mon temps libre, je peux pas vous promettre que la prochaine sortira bientôt, j'ai déjà le sujet en tête. D'ailleurs dans la grosse vidéo précédente sur la mode de l'aventure dans le rap, je terminais en disant qu'on allait se retrouver pour parler de pochette d'album une nouvelle fois, et je vous ai un peu menti. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur l'âge d'argent et de vous partager mon expérience de cette époque du rap qui m'a vraiment passionné. Et cette fois promis, la prochaine fois qu'on se voit sur une grosse vidéo, on parle pas des formats genre musique pour l'âme, c'est pour parler à nouveau de pochette d'album. Si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, potentiellement à découvrir Bedroom Note, n'hésitez pas à regarder mes autres contenus, que ce soit sur YouTube ou sur le blog que je mets en description. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me faire des retours. La dernière fois j'ai eu pas mal de messages et de commentaires hyper constructifs et ça donne toujours de la force. Et surtout si vous voulez soutenir mon travail, il y a un Tipeee sur lequel vous pouvez faire des dons si le cœur vous en dit. Donc partagez, commentez, abonnez-vous si vous avez envie. Allez me suivre sur Instagram, sur Twitch. Et on se retrouve donc une prochaine fois pour parler de pochette d'album. Allez, prenez soin de vous.